Déjà, la radio, c'était l'outil pour moi suprême. C'est l'outil le plus simple. On a un petit poste et des piles et on vous entend. Donc ça, c'était une évidence pour moi. J'adore cet outil, c'est le plus simple. C'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Je sais pas comment expliquer pourquoi la radio, mais pour moi, c'est vraiment hyper simple. On peut appeler quiconque on veut dans le monde, faire des interviews. On peut mettre des gens autour d'une table, on fait de la radio, là on en fait maintenant, enfin moi c'est vraiment ça que j'aime. Et le journalisme parce que j'avais envie de m'intéresser au monde, j'ai toujours adoré, j'ai toujours été curieux de ce qui se passait autour de moi, de l'actualité, je suis un grand passionné d'actualité. Pour moi le journalisme c'était évident, c'était d'être dans l'actu, d'être dans le monde qui m'entoure, d'avoir cette culture générale là et d'informer les gens. Je suis un grand passionné de l'actualité, du journalisme à la base, donc le journalisme d'il y a 20 ans. Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxilv et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, je suis ravie de donner la parole à Benjamin Bude. Bonjour Benjamin, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Alors merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'est par le biais des ateliers radio que tu animes que je t'ai rencontré et découvert ton univers. La radio, c'est ton dada depuis toujours. Donc tu en as fait ton premier métier de cœur et tu en fais profiter aujourd'hui le plus grand nombre. Donc tes élèves d'abord parce que tu es enseignant et directeur de l'école du Prissé à Bayonne. Tu as créé avec tes élèves plusieurs web radios. Et le grand public ensuite parce que tu as créé l'association Un micro pour tous. Et donc les ateliers auxquels je participe. Donc on va découvrir ton parcours et comment tu as réussi à créer un studio radio au sein de l'école dans lequel on est justement. Bienvenue. Merci. Alors à quoi ça ressemble le quotidien d'un directeur, enseignant, animateur radio ? Comment ça se combine tout ça ? Alors c'est un quotidien je pense qui ne concerne que moi, mais c'est un emploi du temps bien chargé, ça c'est sûr. On se lève tôt, on se couche tard. Beaucoup de travail toute la semaine, assez bien cloisonné, il faut être bien organisé. J'ai toute la partie où je m'occupe des élèves, qui est pour moi l'essentiel, 3 jours par semaine. Je suis une journée directeur et un peu sur les bords tout le temps, donc je fais de la paperasse, de l'administratif. Je m'occupe du mieux que je peux de cette école et puis à côté, j'ai créé effectivement ces ateliers radio qui aussi m'occupent pas mal de temps et qui sont une partie de plaisir. Alors peut-être on peut reprendre du début, oui. Parce que tu as commencé par être animateur radio. Oui, alors journaliste radio. Journaliste radio. Mais en fait, j'ai été animateur radio adolescent dans ma chambre. Le début, si on revient à l'origine, c'est mes 13 ans à faire de la radio avec une table de mixage. Je revois encore ma platine vinyle, mes 2 platines CD et mes copains qui viennent voir mon petit matos que je me suis acheté ou que j'ai eu à Noël. Et puis à faire des canulars, aller chercher à la médiathèque des CD de bruitage et puis à faire des émissions de radio sur cassette. Donc ça c'est l'origine. C'est la passion de la radio, c'est l'écouter le soir dans mon lit, la journée, tout le temps. Et après le bac, vouloir être journaliste radio, donc de faire des études pour ça. Donc ça c'est l'origine. Après il y a eu d'autres métiers qui se sont faits entre temps et puis je suis devenu enfin journaliste radio, autour de mes 24 ans, 25 ans. Tu fais la différence entre journaliste radio, animateur radio. C'est quoi la différence entre les deux ? Bon, alors déjà, la différence, elle est dans la formation. Moi, j'ai été formé à être journaliste, donc j'avais des cours de journalisme, option radio, plutôt que des cours de radio, ou des cours de radio option journalisme.
mais mes profs étaient des journalistes. Donc moi, j'ai appris à faire de l'info, j'ai appris à faire de la présentation de journal, du reportage, du micro-trottoir, qui sont des outils de journaliste. L'animateur, pour moi, c'est celui qui va justement animer. Donc moi, j'ai travaillé en tant que journaliste radio, mais l'animateur, c'est celui qui va lancer les disques, qui va proposer des jeux à l'antenne, proposer des émissions dans lesquelles le journaliste va intervenir. Donc c'est un autre métier pour moi, un métier sur lequel j'ai pas vraiment été formé, mais que j'ai fini par faire quand même par la force des choses. Mais à la base, moi, je me considère comme journaliste. J'ai eu une carte de presse pendant 7 ou 8 ans. Mon métier, c'était d'être journaliste, c'était d'être dans les salles de presse, les conférences de presse. L'animateur, il va pas là-bas. Pourquoi t'as fait ce choix d'être journaliste radio? Pourquoi j'ai fait ce choix alors déjà, la radio, je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'outil pour moi suprême. C'est l'outil le plus simple. On a un petit poste et des piles et on vous entend. Donc ça, c'était une évidence pour moi. J'adore cet outil, c'est le plus simple. C'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Je sais pas comment expliquer pourquoi la radio, mais pour moi, c'est vraiment hyper simple. On peut appeler quiconque on veut dans le monde, faire des interviews. On peut mettre des gens autour d'une table. On fait de la radio. Là, on en fait maintenant. Enfin, moi, c'est vraiment ça que j'aime. Et puis, le journalisme, parce que j'avais envie de m'intéresser au monde. J'ai toujours adoré. J'ai toujours été curieux de ce qui se passait autour de moi, de l'actualité. Je suis un grand passionné d'actualité. J'étais un grand passionné de sport. J'ai testé le journalisme sportif, mais je m'en suis assez rapidement lassé. Et donc voilà, pour moi le journalisme c'était évident, c'était d'être dans l'actu, d'être dans le monde qui m'entoure, d'avoir cette culture générale là et d'informer les gens, d'avoir toujours des infos supplémentaires. Je suis un grand passionné de l'actualité, du journalisme à la base. Donc le journalisme d'il y a 20 ans. Ça a bien évolué depuis. Oui, ça a évolué, c'est pour ça aussi que moi je suis parti parce que j'y trouvais pas forcément mon compte, mais oui, ça a évolué par le biais des médias qui ont changé aussi. Voilà, on a une info qui est parfois commerciale. Maintenant, c'est comme ça, hein, il faut arriver à vendre ces informations. Il y a peu de médias libres et indépendants, mais ce journalisme-là, je le respecte encore grandement aujourd'hui. Ouais. On peut revenir un peu plus en détail parce qu'un jour en atelier, on avait partagé avec toi un petit peu plus son parcours et tu nous avais raconté que tu avais, alors si j'avais bien pris des notes, tu avais postulé, donc c'était pour enregistrer un flash info et on t'avait dit à l'époque que tu avais 22 ans, je crois. Si t'es encore un peu jeune, reviens dans un an. C'était dans une grande radio nationale pour travailler à Paris. Et c'était un peu le Graal de moi qui était au chômage depuis 6 mois à la sortie de mon école. C'était l'entretien qu'on attend tous parce que quand on fait une école de journalisme radio, on nous explique que pour faire nos gammes, il va falloir aller dans une radio en région, une radio locale. Petite radio. Oui, petite radio. Alors après, il se passe plein de choses dans les radios locales et je dirais pas l'adjectif petit, mais dans quelque chose de local parce qu'à Paris, les places sont chères et que c'est des radios nationales et avec des gens qui sont expérimentés, il y a peu de postes. Et il y a plein de postes en local. Il y a des locales partout, dans toute la France, plein de groupes, plein de choses à faire. Et donc voilà, on m'avait dit qu'il fallait passer par cette case-là, sauf que moi, personnellement, je pouvais pas le faire au départ. Et donc j'ai trouvé cet entretien qui était incroyable, où je me suis retrouvé dans la radio la plus écoutée de France, avec les animateurs les plus écoutés, des fans à la porte de la radio, et moi qui fais mon entretien. Ça se passe plutôt bien. Je suis excessivement stressé, mais ça se passe plutôt bien. Sauf que voilà, on m'explique qu'il me manque un bout pour arriver à ce poste-là, pas grand-chose. Faire 6 mois d'associative, justement, de radio associative ou de radio locale et de revenir parce que je suis pas loin du but, quoi. Je sors de mon école, il me manque un peu de bouteilles. Je suis sûr que si je réécoute aujourd'hui, je trouverais ça moyen, mais voilà, il a été poli, il m'a dit ça. Et moi, je l'ai vécu comme le casting de La Nouvelle Star. C'était vraiment... je revois les images des gens qui misent tout sur cet entretien et ce casting-là. Moi, c'était vraiment ça. C'était le seul entretien à la sortie de l'école au chômage là-haut et à Paris. Et voilà, et j'en ai beaucoup pleuré. Ça m'a complètement retourné. Ça a été une bascule. J'ai abandonné le projet radio derrière, clairement, parce que je me suis dit, c'est fichu, j'aurais jamais. Sauf si je pars en région et c'était pas le projet perso. Donc voilà, c'était un grand moment de ma vie. Un moment où j'ai fait le deuil de faire ce métier, je m'en souviens bien, et je suis parti vers d'autres choses après ça. Tu n'as pas poursuivi dans la radio à ce moment-là? T'as changé t'as bifurqué? Ouais, j'y croyais plus, parce qu'il fallait aller en région et que je pouvais pas me déplacer comme ça à cette époque-là. Et c'était pas dans le projet du tout. On était en 2005, donc là je vais vraiment changer mon fusil d'épaule et me dire que déjà il va falloir aller gagner de l'argent pour se nourrir.
Et donc je pars faire d'autres choses et je trouve un poste de rédacteur web dans la culture. Je fais autre chose, je travaille sur internet, je me spécialise sur les outils numériques et sur les rédactionnels. Donc je suis encore rédacteur. Dans ma tête, j'ai une petite porte d'écriture, pas de journalisme, mais voilà, je fais ça sur un sujet que j'adore, qui est la musique et la culture. Et je fais ça pendant plusieurs années. Et puis après, je deviens conseiller client à Bouygues Télécom, qui n'a rien à voir. J'aimais bien le commercial, mais voilà, c'était en attendant. Et pareil, j'ai cru que ça allait m'ouvrir des portes dans le grand groupe Bouygues, mais non. Et puis finalement, par une porte de sortie, 5 ans après tout ça, je reviens par une petite porte, à la radio, tout doucement. Donc t'avais pas laissé tomber ton projet? Non, enfin si j'avais laissé tomber mon projet, la vérité c'est que, c'était dans un coin de ma tête que je pouvais encore devenir journaliste, ça c'est sûr. Je me rappelle quand c'est client à Bouygues, je disais à mes collègues sur le plateau d'appel, moi je vais aller dans la tour en face, la tour TF1. Enfin oui, dans un coin de ma tête, mais c'est quelqu'un qui m'a rappelé, qui m'a renvoyé l'ascenseur. C'est une amie du lycée à qui j'avais proposé l'école de radio, qui m'a renvoyé 10 ans plus tard l'ascenseur et qui m'a dit viens, j'ai des postes autour de moi là, de gens qui font de la radio, qui font du micro. C'est sur le web, ça marche bien, ça cartonne, c'est payé. J'ai dit ok, on y va. Et donc là, tu remets le pied à l'étrier dans le monde de la radio. Ouais. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là? C'est génial. Alors je divise mon salaire par 4 parce que je prends un poste le week-end, mais c'est génial quoi. C'est génial. Je reviens sur mes amours de la radio. J'avais vraiment boudé le micro pendant longtemps. Là, à titre perso, j'en faisais plus du tout. Et là, j'en fais énormément. C'est un poste qui me permet de faire beaucoup de micros, des heures par jour. Donc là, je reprends énormément confiance en moi. Je teste plein de choses. Je me fais plaisir. Je suis en contact d'un média où il y a des gens plus ou moins connus qui passent. Je suis avec des anciens d'un grand groupe de radio. Enfin, c'est chouette. C'est chouette. Et je fais ça pendant 1 an. Et pendant cette année, je prends énormément confiance en moi. Je gravis quelques petits échelons, voilà, modestement. Et puis je fais des maquettes. Je propose. Il y avait une grande émission dans cette radio où j'étais, qui était une web radio pas mal diffusée. Et il y avait une grande émission qui était un peu l'émission phare du jour. Et je propose des chroniques dans cette émission. Et je commence à me placer, quoi. Et on m'accepte. Et au moment où on m'accepte, c'est là où tout va bien, quoi. On me propose de faire une chronique musicale, une chronique culturelle, enfin, vraiment des trucs canons au quotidien, super bien ficelés dans une super émission. Et au moment où on m'accepte, on me propose un autre poste de radio puisque j'avais envoyé des maquettes pour partir carrément en région. Et là, je pouvais le faire. Donc là, je suis parti dans le sud-ouest. Et là, c'était parti, mais pour être journaliste radio à temps plein, ouais. Donc tout s'est proposé en même temps. Le vent est revenu dans mon dos. Et tu n'as plus jamais arrêté de faire la radio parce que même aujourd'hui, en étant enseignant et directeur, tu continues. Alors, comment tu es venu aussi à bifurquer à nouveau pour venir dans l'éducation, si ça peut se dire? Ouais, ça peut se dire, mais c'est vrai que c'est une bifurcation assez particulière. Si je retrace les choses en prenant le temps d'en parler, j'ai anticipé le fait d'en avoir marre, mais j'en avais pas marre. Donc en gros, je me suis dit, je faisais les matinales. Donc je faisais matinales info, du reportage, voilà, sur une radio locale où j'étais très content. Et je me suis retrouvé à me dire, est-ce que dans 10 ans, tu te lèveras encore à 4 heures du matin pour faire ça? S'en est suivi une actualité très dramatique. Donc on est autour de 2015, on pense aux attentats, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de choses qui se passent tous les jours où on commence à tomber dans des actus où j'annonçais vraiment des mauvaises nouvelles. Et je me mettais à la place de celui qui m'écoutait et j'aimais pas m'écouter. J'étais de moins en moins intéressant, je trouvais. Donc, tu avais le choix à ce moment-là de ce que tu pouvais dire, ou tu avais quelques consignes quand même à respecter dans les nouvelles que tu pouvais donner? Ouais, j'avais un peu le choix, je pouvais tourner les choses, mais ça aurait été une faute professionnelle de pas parler de certains événements qui occupaient l'actualité vraiment fort, quoi. Mais l'info était en train de basculer dans quelque chose d'anxiogène et je le voyais de mes yeux et j'ai vécu ce glissement assez difficilement. Parce que je vivais l'actualité de façon assez brutale aussi, moi-même. Donc voilà, j'aimais pas être celui qui annonçait les mauvaises nouvelles. Je me mettais souvent à la place du petit garçon qui était dans la voiture à l'arrière et qui entendait cette nouvelle-là le matin, parce que je faisais les infos le matin. Tu les donnais pas une fois en plus, mais tu les donnais plusieurs fois, parce que tu nous avais expliqué que sur tout le temps, l'émission, ça revenait toutes les demi-heures. C'est ça. Ouais. Flash info de 6h à 9h, donc toutes les demi-heures on donne les infos. Et puis surtout, on les donne à un moment où les gens se réveillent, quoi. Enfin, c'était vraiment très marquant pour moi. C'était une émission qui était ancrée dans la bonne humeur. On mettait de la musique. Ouais, c'est une radio légère, quoi.
Et moi, j'arrivais pour plomber le moral des gens. Je le voyais comme ça, ce qui n'est pas forcément vrai, mais je le voyais comme ça. Et donc du coup, voilà, ce mélange-là m'a donné envie de faire quelque chose que tout le monde fait, qui n'a absolument rien d'original aujourd'hui, mais qui est entre 30 et 40 ans, se poser la question sur le sens du métier de départ. Alors, ce qui est original, c'est que c'était un métier qui avait énormément de sens pour moi, qui était un métier passion. Donc, se dire, waouh, je vais bifurquer de la radio. Même le poste de journaliste radio à Biarritz, quand je l'ai quitté, quand j'y suis arrivé, déjà, j'ai dit, oulala, va falloir quelque chose de monstrueux pour le quitter. Parce que moi, j'aime bien voyager et changer d'air, mais fallait être sûr, quoi. Et puis, j'ai réfléchi, en grandissant, voilà. J'avais envie de repartir dans les études, donc j'ai refait une année d'études d'histoire. À 30 ans, j'ai eu un élan vers le fait de, voilà, travailler, d'apprendre des choses. Et puis un jour, j'ai réfléchi que finalement, ma vocation première aussi, c'était les enfants. C'était la transmission. J'ai toujours eu un contact incroyable avec les enfants. Et depuis tout petit, j'ai eu 50 cousins. Enfin voilà. Et donc du coup, c'est présenté à moi ce petit bilan de compétences improvisées avec moi-même. Et je me suis dit, ah, ok, il y a une porte pour aller vers les écoles, instit. J'avais vraiment tout étudié. Hein. J'étais prêt à aller en crèche. Enfin, je voulais repartir avec les enfants. Et j'ai dit, mais instit, c'est trop bien. C'est trop bien. Je peux tout faire là. Je suis libre. Ça a l'air chouette. Je connais pas le monde de l'école. Ça faisait un peu comme un documentariste qui part en immersion dans un monde au départ, hein, vraiment. D'ailleurs, j'ai eu les premiers pas du concours sans avoir mis un pied à l'école. C'est quand j'ai commencé à avoir le concours, parce qu'il y avait 2 parties dans le concours, que j'ai dit, oulala, faut quand même que j'aille vérifier ce que c'est. Et j'ai fait un petit stage de 3 jours. mais c'était vraiment étrange comme sensation, parce que c'était un peu un challenge de l'avoir, ce concours. J'ai mis 1 an à bosser tous les jours, parce que c'était le côté étudier, me plonger dans le truc et tout, j'ai adoré. Et après, je me suis retrouvé instit et j'ai dit, go, quoi. Donc ça fait une dizaine d'années que t'es instit ? Même pas. 2018, ça va faire 8 ans cette année. Donc 8 ans dont 6 ans dans cette école. Ouais. J'ai été vite instit et directeur avant même. Enfin voilà, tout s'est mis en place. Et puis le Covid direct au début de ma carrière en tant que directeur, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer. Et la radio, c'est vite invité. Je l'avais dans un coin de ma tête, un peu comme quand j'étais dans mes expériences passées là que je disais tout à l'heure. Et j'ai dit, ah ouais, faire de la radio avec les élèves. J'en avais fait avec des gamins quand j'étais animateur au centre aéré à 18 ans. Enfin, j'ai toujours eu la radio qui m'a suivi de près ou de loin. Et donc là, je l'avais dans un coin de ma tête. Et quand le Covid est arrivé, il nous a expliqué, parce que c'est lui qui nous a expliqué, qu'il fallait, on n'avait plus le droit de sortir, on pouvait plus voir personne. Et moi, c'est pas du tout l'école que j'envisage. Et donc là, j'ai dit, bon, tout de suite investir dans un matériel radio, on va rester dans l'école et avec nos masques, on a fait une émission par semaine. Et puis après, c'était parti, quoi. Et donc la radio maintenant a pris ses radios, elle a combien ? Elle fête ses 5 ans cette année. Et oui, si tu dis que c'était au moment du Covid, ça fait déjà 5 ans et demi même. Voilà, c'est ça. Nous, on l'a lancé en mars, mais 2021. Le temps, voilà. Moi, je suis arrivé en septembre 2020, mars 2021. On a lancé la radio et tout le monde s'est pris dans le projet. Bon, ils ont pas eu le choix, mais tout le monde s'est enthousiasmé. Et oui, je voulais te demander quel accueil tu as eu des élèves, de tes collègues enseignants, des parents, parce que c'est quand même assez novateur comme projet d'avoir une radio au sein même d'un établissement. Ouais, c'est novateur. Alors après, ça existe, hein. Moi, je me tire pas du tout la couverture sur le fait que mais c'est novateur. Ici, ça l'est. C'est vrai que les écoles font plein de choses formidables partout. Il y a plein de projets incroyables. Et moi, j'avais cette casquette-là, où je me suis dit, des fois, on cherche des choses à faire, on sait pas bien faire, mais on se lance quand même. Moi, je savais bien faire ça et je me suis dit, fais un truc que tu sais faire, quoi. À l'époque, je savais pas bien faire le reste encore. J'étais en formation d'enseignant, débutant. Je me tâtais, quoi. Je savais pas tout faire. Je m'investissais à fond, mais je me suis dit, quitte à faire un truc que je sais faire, autant le mettre en place comme projet. Et ça a été très, très bien accueilli pour plein de raisons. Et la première, c'est déjà parce que c'était, comment dire, hyper valorisant pour les enfants de parler dans un micro. Donc c'est comme si vous les mettez avec trois micros sur scène, vous leur ouvrez le rideau et là on leur dit voilà, c'est à toi de jouer, là c'est parti, quoi. Donc c'est vraiment comme dans un film, ça. Et les parents écoutent à la maison, donc nous on faisait des formats podcast qui réécoutaient plus tard. Et ça c'est bien aussi parce que les familles, elles voient ce que vous faites en classe, elles voient ce que font leurs enfants et puis elles sont épatées par leurs enfants. Donc il y avait vraiment ce truc de donner la parole, qu'ils aient le pouvoir, que ça leur donne un élan de confiance incroyable. Les collègues, ils m'ont vu faire, ils se sont dit, ok, nous, on n'y comprend rien au départ, on sait pas comment faire, mais on va te suivre, on va essayer, ça a l'air sympa. Donc,
elles se sont mis tout doucement dans le truc. Bon, voilà. Et après, les gens, ils m'ont regardé faire, et puis ça s'est mis en place, mais ouais, j'avais une motivation, enfin, je l'ai toujours, hein, mais quand je l'ai lancé, incroyable. C'était quoi au départ? C'était le fait de pouvoir quand même maintenir le lien malgré voilà le fait qu'on soit confiné, qu'on n'ait pas le droit de se voir, de se parler, de se toucher. C'était quoi l'idée de mettre un micro dans les mains de tes élèves? Le Covid et la période confinée. Alors, c'est vrai que je reviens encore sur le Covid, mais moi, l'année d'avant, j'avais été enseignant à distance et j'avais fait beaucoup de radio tout seul. Enfin, j'avais fait du podcast vidéo. Donc, j'envoyais les cours à mes élèves que j'avais à l'époque. Moi, j'ai toujours adoré cet outil-là. Hein. Mais ça a déclenché. Je m'étais dit, dans les 3 ans, je vais faire une radio dans cette école. En arrivant directeur, enseignant, l'école me plaisait. Je m'étais donné 3 ans. Et en me rendant compte qu'on avait un peu les mains liées au niveau projet sorcier et tout ça, ça a accéléré les choses. Mais sinon, c'est un projet dans lequel je crois immensément, ne serait-ce que par le fait que, voilà, ce que je disais, donner de la confiance, donner du pouvoir aux enfants, donner du sens aux apprentissages, les rendre curieux, travailler l'écriture, le français, la grammaire, la conjugaison, l'oral, le fait de s'exprimer face aux autres, le fait d'être face à des adultes, le fait d'assumer aussi sa position de c'est toi qui vas apprendre des choses aux autres parce que tu vas aller travailler ton sujet, tu vas aller chercher des infos sur Internet, l'éducation aux médias qu'il y a là derrière, de savoir sur quels outils chercher sur Internet, quels sont les dangers, les fausses informations, comment repérer des sources, comment vérifier ces infos, prendre le téléphone, appeler quelqu'un, interviewer, se débrouiller à envoyer un mail par soi-même. Parce que moi, je suis un peu dans cet esprit-là de classe coopérative où je leur dis, vous voulez ça? Allez-y, appelez, débrouillez-vous, mais ramenez-moi une info. Et donc, tout ça, pour moi, c'est un peu l'école, voilà, en laquelle je crois, qui rend aussi bien débrouillard que curieux, aussi bien intelligent que une bonne expression à l'oral. Juste avoir la confiance en soi, avoir le goût de l'école, même pour ceux qui ne sont pas faits pour ces outils scolaires qu'on propose la plupart du temps. C'était très important pour moi. Je me suis dit, bon, bah, au pire, il y arrive pas, mais ça, il y arrivera peut-être. Ça lui offrira une fenêtre de plaisir, avoir des invités chouettes à l'école, leur montrer que tout est possible. Et c'est vrai que moi, après, j'ai cette capacité-là, enfin, même, j'aime bien l'expression devoir, le devoir d'enthousiasme par rapport à eux, parce qu'ils n'ont rien demandé dans ce monde qu'on leur propose. Et donc, du coup, moi, je me dis, il faut absolument que je sois enthousiaste face à ça. Il faut que je leur propose des outils. Et donc, moi, j'adore voir la lumière dans les yeux quand je vends un truc où je leur dis, attendez, là, on va recevoir lui. Ils savent absolument pas qui c'est. Mais à la fin, ils sortent et ils courent dans les bras de leurs parents et ils se disent, papa, maman, on va recevoir le champion d'aviron espoir de France 2022. Faut que je pose des questions, je dois tout préparer. Ils ont ce trac qui ressemble à celui que votre enfant il a quand il monte présenter sa danse, sa chorégraphie ou son morceau de flûte ou de guitare quoi. Et moi j'adore. Et puis ouais, puis ils prennent le pouvoir, voilà. Donc c'est bien aussi de donner le pouvoir aux enfants. Parce que tu as créé, alors il y a Radio Prissé, donc c'est la radio Prissé Radio, ouais. Prissé Radio, pardon, c'est la radio de l'école, et tu as donc créé aussi Tiki Micro, donc c'est en partenariat avec l'Aviron Bayonnais. Donc toutes les deux, ce sont des émissions qui sont animées donc par les enfants. Oui. C'est volontaire ou ça fait partie du programme d'enseignement de participer à ces ateliers radio? C'est-à-dire volontaire. Ils ont le choix de participer à la création des épisodes, enfin les chroniques, etc. Ou non, c'est inclus dans les enseignements. Ça fait partie, ils n'ont pas le choix. Eh bien, c'est pas sur la base du volontariat du tout. Non, oui, ça fait partie des enseignements. Ah, totalement. Ouais. Ça fait partie de mon emploi du temps. Ça fait partie je le fais rentrer dans tous les programmes qu'on a qui sont transversaux et variés. Et non, ça fait partie totalement des séances d'écriture, d'oralisation. Donc oui, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, au départ, je pensais qu'il y en a qui refuseraient de participer à ce projet radio. Ça n'est jamais arrivé. Du plus timide au plus coincé, à celui qui trouvait un peu ringard le truc au départ, quand il voit les copains faire, il finit par faire. Et moi, j'ai la chance d'avoir une classe à 3 niveaux, souvent 2 ou 3 niveaux, mais souvent 3. Et du coup, bon, même si la première année avec moi, il a un peu coincé, la deuxième, il y va. Donc finalement, voilà. Mais non, c'est complètement dans les apprentissages, ça rentre dans les programmes et ça fait travailler plein de compétences qui sont évaluées comme les autres compétences qu'on travaille à l'école. On rappelle, c'est une école primaire, toi, dans laquelle tu es, parce qu'il y a aussi une école maternelle. Alors voilà, la primaire, c'est maternelle et élémentaire. Donc ici, ça va de la petite section au CM2 et tout le monde participe. Les maternelles font des jingles. Ah oui, aussi. Ouais. Ok, ils sont sensibilisés très jeunes.
Ouais, ils assistent à des émissions. Alors quand on en a l'occasion, hein, ils peuvent assister à des émissions. Ils ont enregistré des histoires au micro. La maîtresse a un magnéto. Chaque enseignant ici a un petit enregistreur dans sa classe. Donc quand ils font un spectacle, un projet, une visite, elle sort l'enregistreur et elle les fait parler. Donc ils sont très vite sensibilisés dès le plus jeune âge, dès leurs 3 ans, à faire des phrases, à faire de l'oral. Et puis quand ils arrivent dans les classes un peu plus grandes, à prendre de plus en plus de responsabilités, de place. Mais c'est super chouette. Moi, j'ai fait animer des émissions par les maternelles en improvisant. C'était hyper bien. Incroyable quand même. Et en fin d'année, on mélangeait tous les groupes. D'ailleurs, on a fait ça l'année dernière, où tous les groupes sont venus dans le studio radio, là, parce qu'on a de la chance d'avoir le studio de radio dans l'école depuis qu'elle a été reconstruite. Ils sont venus, ils ont fait des échanges et ils le regardent et après ils s'en saisissent. Ouais. Alors tu dis quand même qu'il y a un studio radio dans l'école, c'est-à-dire que quand il y a eu un projet de reconstruction, t'étais donc dans le projet aussi, t'étais en lien avec l'architecte pour inclure dans le projet une salle dédiée au studio radio. Comment ça s'est fait? Eh bien, ça c'est. Alors, j'ai vraiment eu cette chance d'arriver alors que le projet n'était pas totalement terminé, d'agrandissement de cette école. Et donc, c'est la mairie qui pilote tout ça en lien avec l'architecte. Mais évidemment, il consulte le pédagogique sur certains aspects. Et donc là, j'ai échangé. La mairie m'a vu construire cette radio et m'a aidé à le faire. Et donc, j'ai échangé au moment où on pouvait encore modifier 2-3 petites choses pour dire j'aimerais bien qu'il y ait une salle radio. Et ils ont trouvé ça super. Et donc, ça s'est placé. Voilà, je me suis glissé à un moment où c'était possible de le faire. T'étais là au bon moment, quoi. Voilà, c'est ça. Ça résume un peu tout, mais ouais, c'est ça. Ils t'ont pas regardé avec des grands yeux, mais qu'est-ce qu'il propose celui-là, une salle radio dans une école? Non, mais ça va pas, non? Non, au contraire, t'as été soutenu dans ton projet. Peut-être. Ouais. Avec le recul, je sais pas. Souvent, je me demande si les gens me regardent pas avec des grands yeux, mais moi, j'y crois tellement et je le vends tellement que c'est pas un problème pour moi. Alors, les parents, qu'est-ce qu'ils en disent de leurs enfants qui participent à ces ateliers? Comment ils les voient évoluer? Parce que tu parlais que ça aide à prendre confiance en soi, ça aide sur plein de compétences. C'est quoi le recul par rapport à tout ça? Alors là, récemment, j'en ai pas eu trop des retours de parents parce que à force d'en faire de la radio, les gens s'habituent. Donc c'est devenu, ça fait partie de l'identité de l'école. Je pense qu'ils seraient surpris qu'on arrête d'en faire. Et là, j'aurais des remarques, on m'en parlerait, mais c'est un sujet qui est devenu un peu ordinaire. Mais c'est pas mal, hein, parce que du coup, on nous laisse tranquille aussi sur ce sujet-là. Mais j'ai eu des retours divers et variés sur la radio. Bon, déjà, ils sont hyper contents que ça leur ouvre des portes auxquelles ils n'auraient pas accès, comme l'Aviron Bayonnais qui nous propose pas mal d'interviews de joueurs sur l'année. Mais voilà, faire du contenu et gagner confiance en soi. Mais par exemple, ça se traduit. Moi, j'ai souvenir de familles qui m'ont dit que chez eux, ils reconnaissaient plus trop leur enfant à table avec les adultes, par exemple. Très à l'aise, à échanger, à débattre, à discuter, à s'intéresser des sujets, à entendre une actualité, mais à s'y pencher différemment. Parce que là, on parle d'enfants qui ont entre 8 à 10 ans et qui vont tout droit vers l'adolescence. Donc, les sentir éveillés, ça c'est vrai, j'ai eu ces retours-là, en confiance dans les discussions. Et puis après, il y a eu des événements où je les ai mis en situation, où les parents ont vu leurs enfants interagir et discuter avec leurs camarades autour d'une table avec un micro, interviewer, la photo dans le journal, organiser une émission en extérieur au Didam par exemple à Bayonne ou que sais-je. Et là, les parents sont hyper étonnés et épatés de ce que peuvent faire leurs enfants. Donc c'est plus ça moi que j'ai comme regard, c'est en disant waouh, je l'aurais pas cru capable de ça. Et c'est souvent moi ce que je dis par rapport aux enfants quand je leur dis de donner le pouvoir, c'est laissez-leur la parole, faites-leur confiance et vous verrez ils vont aller casser les plafonds que vous leur mettez tous les jours. Après voilà, c'est normal de mettre un cadre et c'est important. Mais sur la partie projet, la partie toucher l'impossible, ils sont capables de trucs fous. Et je crois que c'est un peu ça, moi, quand je pense aux parents qui voient leurs enfants faire. C'est dire, waouh, j'aurais jamais cru capable de faire un truc pareil. On va venir aussi à l'association que tu as créée, mais je les ai vus faire en direct, en live. Ils sont bluffants, c'est-à-dire qu'ils avaient c'est quoi la moyenne d'âge de... Là, ils ont tous autour de 9 ans, les enfants. Et après, il y avait quelques ados aussi. Les ados qui ont autour de 11 ans, 11-12 ans. Ouais. Et ils ont entre 9 et 12 ans. Ouais, ils ont animé, donc pour la plupart en live, une émission avec des chroniques, des lancements, des relances, etc. Vous êtes sur Un micro pour tous. Émission spéciale aujourd'hui. Tous au micro.
passe des chroniques. C'est vrai qu'ils sont hyper à l'aise. Et quand tu nous as dit, en gros, la prochaine fois, ce sera à vous d'animer, et moi je disais, mais jamais on va avoir la spontanéité qu'ils ont, parce qu'on a peur du regard de l'autre, parce qu'on n'a plus cette spontanéité. Et peut-être que tu vas aussi nous amener à nous reconnecter à ça, quoi. À cette spontanéité, peut-être qu'on a perdu. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors pour ceux qui ont démarré il y a 3-4 mois, waouh. Alors soit il y a déjà une fibre et tu surfes là-dessus et tu les aides à déployer leur zone de génie sur cette prestation-là, tu vois. Mais oui, moi j'ai été bluffée. C'est clair que c'était pas mes enfants, mais impressionnée de ce qu'ils sont en capacité de faire. Ils s'amusent, quoi. Ouais. Ils ont de l'humour, ils ont de la répartie. Ah ouais, c'est super. Merci. Ils ont, pour certains, fait ça très peu. Hein. C'était la 8e, 9e fois, certains 3-4 qui assistaient à un atelier. Et je l'ai vu dans plein d'aspects, ça, ce que tu racontes. C'est vraiment intéressant. Moi, je pense vraiment que c'est une question de leur laisser la liberté. J'y crois fort. Et en même temps, je les stresse. Mais je leur mets l'enjeu qu'il y a derrière. C'est très important qu'ils comprennent qu'on n'est pas là pour s'amuser. Mais ils s'amusent. Oui. Mais ils font dans ça, un cadre donné. Mais ils font ça avec beaucoup de sérieux. C'est tout l'équilibre que je cherche à leur donner. C'est dire, attention, là, on va être écouté. Attention, il va falloir faire ça bien. Et en même temps, lâchez-vous. Soyez vous-même. Donc, il y a cet équilibre-là dont ils se saisissent très, très bien. Et l'outil radio, moi, je le prends comme une performance un peu artistique parce que quand on se met à dessiner adulte, on est jugé par le regard des autres. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'on va penser de mon bonhomme? Et déjà rien que par soi, en fait. Voilà. Rien que nous. Mais le regard des autres qu'on a dans la tête. Oui. C'est ça dont je voulais parler. Et là, il y a un peu ce côté enfant intérieur. Donc, il faut aller chercher l'enfant intérieur, se lâcher, ne pas avoir tous ces trucs qui nous perturbent quand on parle. Et moi, j'ai quand même vu des choses incroyables en termes d'évolution. Je parle plus de l'école parce que là, je les connais depuis très peu, ceux qui font les stages, mais on y reviendra. Mais j'ai vu des enfants qui étaient incapables de dire une poésie, qui sont capables d'animer une émission devant 100 personnes. J'ai vraiment vu c'était bluffant. C'est vraiment émouvant et bluffant. Ça l'est encore tout le temps. Mais c'est-à-dire quand tu dis, je sais pas comment tu as dit, ils ont une appétence à ça, ou ils sont prédisposés à s'exprimer à l'oral. Est-ce qu'il y en a qui ont une fibre déjà pour ça? Je pense pas. Il y en a qui ont une fibre pour ces trucs-là. Il y en a qui sont très à l'aise, mais ils ont quand même ce point commun à pas avoir confiance en eux. Hein. C'est quand même une maladie de l'humanité, ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de confiance en eux. Et ils sont timides. Les premiers ateliers, je les revois, ils osent pas trop y aller. Et très rapidement, je sais pas, il y a une belle alchimie qui se crée, il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce qui permet ça? Que tout d'un coup, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se passe et ça y est, tout d'un coup, ils sont beaucoup plus à l'aise. Comment tu le comprends? Moi, je le vois, je vois des déclics, c'est compliqué à analyser ça, mais bon, je pense que je suis quand même responsable de ça, dans le sens où je les mets à l'aise quand même, je me mets à leur hauteur. Ils ont pas l'habitude d'avoir un adulte à leur hauteur. C'est-à-dire que vraiment, je leur dis que moi, à leur place, j'étais pétrifié. Parce que moi, à leur place, j'étais pétrifié. Moi, enfant, j'étais pétrifié. Je pouvais me rendre malade à l'idée qu'il y ait une poésie à l'école. Au collège, le regard des autres m'a littéralement tué. C'était vraiment extrêmement difficile pour moi. J'avais des crampes d'estomac s'il fallait passer en sport devant tout le monde, s'il fallait passer en poésie. Donc vraiment, le fait d'avoir le regard braqué sur les autres, le regard braqué des autres sur moi était une catastrophe. Vraiment. Et donc, je me mets à leur place. Je leur dis, moi, j'étais comme toi. Et donc, il y a de ça. Il y a une prise de conscience et de confiance. Et moi, ce qui m'a aidé, ça a été de faire du théâtre. 4 jours. 4 jours de théâtre un jour. Et je me suis rendu ridicule, littéralement. Ridicule. Devant 500 personnes. J'étais absolument ridicule. Et j'en suis sorti vivant. Et j'essaye de transmettre ce truc-là en se disant, on s'en fiche, en fait, du regard des autres. On essaye d'être là, nous-mêmes. Donc, je sais pas, il y a une bascule, et en même temps, il y a de l'amusement, et puis c'est de voir les autres faire. Et il y a vraiment un mimétisme. Moi, j'anime avec eux, puis après, je les laisse faire. Enfin, il y a vraiment ce truc de, ouais, moi aussi, j'ai envie d'essayer. Et le blocage, il dure 1 heure, 2 heures. Et la 3e heure, ils sont là, c'est bien. Et je me rends pas compte, moi, hein, parce que je suis, j'ai pas leur retour en permanence. Mais de ce qu'on me dit, c'est qu'ils entendent hyper fort les compliments. Voilà, c'est une évidence pour moi, mais je les complimente énormément et je les encourage énormément. C'est tout bête, mais de retour de parents, j'entends des fois, c'est ah ouais, elle a entendu ce compliment-là et ça leur donne des ailes pour la fois suivante.
Voilà. Et puis, je sais pas, on travaille bien. Je pense que ils travaillent bien. Ils sont épatants. Moi, ils me sidèrent à chaque fois. Là, sur cette émission dont on parle, là, quand ils ont animé devant tout le monde, ils ont été particulièrement épatants. Mais je sais que tout le monde peut l'être, quoi. Après, c'est plus lent chez l'adulte parce qu'il y a beaucoup plus de barrières. Ça, c'est certain. Et beaucoup plus de traumas et beaucoup plus de terrain miné. L'enfant, il a pas ça. L'enfant, il sort en récréation, il s'éclate. 10 minutes après, il a oublié. Il pleure, 10 minutes après, il rit. C'est une feuille blanche qui redémarre, même s'il y a des choses qui s'accumulent, mais qui redémarre tout le temps. Donc, moi, je crois fort en eux. Mais honnêtement, c'est hyper sincère. Pour moi, j'ai Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot en face de moi. Je dis pas qu'ils vont devenir eux, mais dans ma tête, ils valent autant qu'eux. Donc, je leur donne cette responsabilité, ce sens du devoir, et en même temps, cet amour du plaisir, qu'ils se fassent plaisir, quoi. Mais ça a l'air de marcher. Alors, pour peut-être recontextualiser, là, le live dont on parle, en fait, tu l'as organisé dans le cadre des ateliers radio donc, que tu animes avec l'association Un micro pour tous, parce que tu avais encore du temps libre avec tout ça. Tu n'en avais pas assez d'avoir déjà créé 2 web radios, que tu as créé une association pour pouvoir donc ouvrir au grand public, parce que voilà, tu vois tellement les effets et les bénéfices que ça a pour tous ces enfants de prendre le micro, que tu as envie aussi de proposer ça aux adultes que nous sommes, et pas que, parce qu'il y a aussi des enfants et des ados qui participent à ces ateliers. Donc ça a démarré depuis le mois de septembre. Et donc tu nous as proposé au bout du premier trimestre de créer une émission donc de bout en bout et de l'animer. Donc c'est à cette émission dont on fait référence. Donc il y avait même aussi une invitée surprise que les enfants ont eu l'occasion d'interviewer. Donc vraiment super, quoi. Avec un public, enfin vraiment toutes les conditions étaient réunies du live, quoi. C'est pas la seule, parce qu'il y en a d'autres qui sont prévues dans les mois à venir. Pourquoi est-ce que tu as créé cette association, Un micro pour tous? Je me demande encore. Je me demande encore comment c'est parti. Franchement, je l'ai fait sans réfléchir, j'ai l'impression, là, sur la fin. Effectivement, le transposer ce qui se passe à l'école en me disant, quand même, il se passe des belles choses avec les enfants ici, autour du média radio. Me dire, on pourrait aller chercher d'autres gens, d'autres enfants, d'autres ados, d'autres adultes, l'ouvrir, ça m'a paru une évidence. Déjà, j'aime bien créer ce qui n'existe pas, ça on l'aura compris. Mais il doit y avoir de l'ego derrière, mais quand même. Mais je me suis dit, vraiment, foncièrement, l'empathique que je suis, c'est dit, il y a des gens qui pourraient profiter de ça, de cette confiance, ça ferait du bien. Voilà. Je sais pas, c'est le retour positif sur cet outil-là. Et après, Un micro pour tous, vraiment, foncièrement, pour moi, c'est l'occasion pour... je pense souvent, je me mets souvent à la place des gens, mais le petit garçon que j'étais, d'avoir cet outil-là, de dire, mais ils font du théâtre, ils font de la danse, ils font de la musique, ils font du sport. Pourquoi pas de la radio? Et c'était vraiment ce truc de se dire, et si ça devenait une activité qu'on ferait à côté, en loisir, dans laquelle on se ferait plaisir, on irait toutes les semaines avec le plus grand des plaisirs, on aurait des copains avec lesquels on partagerait des moments uniques, on aurait des moments uniques, comme le chorégraphe crée son spectacle de danse, je reviens souvent sur ce truc-là, mais et donc il y a ça, il y a cette partie-là, donc créer un loisir pour les gens, quelque chose que je sais faire, additionner une casquette, ça c'est sûr, mais ça me permettait de cloisonner le reste aussi en me disant, voilà, parce que la radio pour moi c'est vraiment du plaisir, et donc du coup ça me diminuait ma charge de travail, ça m'obligeait à faire d'autres choses. J'ai toujours fait ça, Quand je me suis inscrit au concours d'un style, j'ai repris des cours de piano, parce que je voulais pas du tout être que là-dedans. Quand je sens que la coupe est pleine, on a l'impression que j'en remets plus, mais en fait j'en mets à la place d'eux pour que la coupe se vide. Il y a cet effet-là. Et Un micro pour tous, pour moi, c'est aussi, et ça va commencer à se développer, l'occasion d'aller voir des gens qui n'auraient absolument pas accès à tout ça. Des ados en difficulté, des retraités, l'EHPAD, pourquoi pas des détenus, des maisons de quartier, des gens qui auraient des choses à dire, qui auraient envie de juste d'apprendre à comment on parle dans un micro, même à une activité dans une médiathèque un jour, enfin un atelier ponctuel, et leur donner la parole, et leur donner l'outil de dire voilà, vous aussi vous avez du pouvoir, vous n'êtes pas que cloisonné à écouter les autres parler. Voilà, c'est ça l'objectif. Ouais, je me souviens qu'un jour tu nous as dit, mais imaginez qu'il y ait des radios de quartier qui se créent, quoi, que les citoyens reprennent leur place dans la cité, là, ils reprennent la parole, et effectivement se racontent les histoors de quartier, et qu'il y aurait un public à ça, en fait. Et j'en suis certain. Après, comment ça se ferait, j'en sais rien. Mais on est dans un monde d'oral. Tout passe par l'oral. On voit même que les jeunes aujourd'hui, pas que les jeunes, s'envoient beaucoup d'audio, de vocaux, là, vous appelez ça comme vous voulez. On parle tout le temps. Et on se raconte des choses et on écoute des... Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui m'envoie des vocaux de 15 minutes, je l'écoute en conduisant, enfin... Et on fait tous des mini-podcasts aux uns aux autres, mais on s'appelle pas vraiment. On s'appelle plus vraiment. Je crois qu'on s'appelle de moins en moins.
j'ai pas les études, mais je crois qu'on s'appelle de moins en moins. Mon téléphone, il sonne très très peu. Par contre, j'ai un nombre de messages incroyable. Donc je pense qu'on s'écrit, on s'envoie de l'oral. Et effectivement, moi je crois beaucoup au fait qu'on puisse s'informer, qu'on puisse échanger, qu'on puisse créer du lien avec ça. Parce qu'un micro pour tous, c'est pas, même si certains vont le faire, prendre un micro et faire de la radio tout seul chez eux, l'objectif c'est de mettre des gens autour de la table. Vraiment, moi, mon objectif, c'était cette émission où il y a tout le monde qui parle et on donne la parole. Un retraité donne la parole à un enfant, qui rend la parole à un ado, etc. Vraiment, l'objectif c'est ça. Et donc je suis sûr que dans les quartiers, dans les maisons de quartier et où qu'on soit, à la campagne, partout, on peut mettre des gens autour d'une table en discutant, en donnant les petites infos et en faisant ce qu'on fait finalement avec nos téléphones. S'informer, informer, échanger, des petites gazettes locales, pas coûteuses, où juste on apprend des choses sur des gens. On écoute, moi j'aime bien dire, on écoute aussi les anciens nous raconter des choses. On écoute les enfants, on donne le pouvoir aussi aux enfants, parce que leur regard neuf, il peut aussi nous servir. Enfin, tout le monde a voix au chapitre. Pour moi, vraiment, le micro pour tous, c'est tout le monde a quelque chose à dire. Par contre, voilà, c'est pas la radio bistrot, c'est pas je mets mon micro et c'est désorganisé et puis on y va. Non, c'est pas ça. Moi, mon objectif, c'est de travailler en amont, des choses intéressantes à dire, de les écrire et de mettre un cadre de façon à ce que, puisque la radio, c'est quand même quelqu'un qui vous écoute, que quand on vous écoute, on apprenne quelque chose, que ce soit intéressant pour vous. Donc ouais, je suis certain de ça. Ouais, j'ai vraiment l'intime conviction que des jeunes dans des quartiers, que des retraités, je sais pas, sur le terrain de pétanque, enfin peu importe, je suis sûr que on peut créer des choses intéressantes avec ça. Puis choisir les informations qu'on se partage. Et pas être prisonnier effectivement du média de masse. Et en même temps, pourquoi pas l'exploiter aussi. Pourquoi pas détourner les infos dont on entend parler tout le temps. Il y a la portée locale, mais il y a la portée générationnelle, transgénérationnelle. Enfin, il y a plein de choses à faire. Moi, c'est vraiment donner la parole à ceux qui l'apprennent jamais, quoi. Et il y a de ça derrière. Parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de gens parler, qui ont un avis dont on n'a pas forcément besoin. Et des fois, on se dit... et souvent, on entend des gens parler pour ces gens-là. Moi, j'entends souvent des gens dire, dans les quartiers, là, les enfants, ils disent ça, les Français pensent comme ça, au Pays Basque, on pense comme ça. Non, c'est beaucoup plus complexe. Mais au-delà de faire d'une radio d'opinion, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre. Et puis, ne serait-ce que de se redonner confiance à discuter autour d'un micro, comme moi, quand j'étais dans ma chambre à mes 13 ans, rigoler, passer un bon moment, faire du lien et repartir en disant, ah, c'était quand même chouette. Moi, j'ai fait des émissions à l'EHPAD, vous leur diffusez 3 chansons de leurs jeunes années et vous leur faites parler de leur passé, de leur métier d'avant, de la vie d'aujourd'hui, en bienveillance, sans râlerie. C'est une heure super et vous repartez, ils en ont pour 15 jours de sourire, quoi. C'est ça l'objectif. Bel objectif. Merci. Alors, c'est quoi ta raison d'être aujourd'hui? Ma raison d'être. Ouais. Ma raison d'être, c'est de continuer d'avancer, de m'améliorer chaque jour, et d'être moteur, ouais, c'est vrai, d'emmener les gens dans mon sillon, ouais. C'est ça, moi, ma raison d'être. Après, il y a beaucoup d'ego quand je dis ça, mais c'est vrai que j'ai envie de marquer les esprits souvent, c'est vrai. Mais c'est pas ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est vraiment d'avancer, c'est de pas reculer, quoi. D'aller de l'avant. Et quelles sont les valeurs qui t'animent? T'as parlé de la transmission, beaucoup. Ouais. C'est une valeur importante pour toi? Ouais, les valeurs d'humanité, de transmission, je réfléchis un peu, mais c'est les valeurs d'ouverture, quoi. Pour moi, c'est l'ouverture au monde. Je crois qu'à travers tous mes projets, il y a quand même ce point commun. C'est de s'ouvrir aux autres. Je parlais de curiosité, mais c'est aussi d'accueillir l'autre comme il est. Et voilà, moi, j'ai vraiment ces valeurs de tolérance, d'essayer de se mettre à la place de ceux qui n'ont pas forcément les moyens de l'être, qui peuvent pas être à notre hauteur s'ils ont envie, et nous d'y aller, quoi. Donc c'est vraiment s'ouvrir au monde, quoi. C'est ambitieux, hein. Mais c'est vraiment ouais, moi après l'école c'est ça, c'est l'inclusion au maximum. C'est vraiment ouais, moi j'ai ces valeurs humanistes qui sont très très décriées, je trouve. On nous traite de bisounours mais je trouve que c'est hyper courageux aujourd'hui de se mettre à la place de celui qui a pas les moyens, à la place de celui qui pense pas comme nous. Voilà, donc c'est des valeurs d'ouverture un peu bateau pour certains, mais pour moi hyper importantes, ouais. J'interviewe sur ce podcast les acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour toi le Nouveau Monde? Est-ce que l'école dans laquelle on est, c'est l'école de demain? Ah, sur le papier, c'est l'école de demain. Ça, ceux qui l'ont construite vous le diront tous les jours, puisque c'est une école qui est prévue pour le futur. C'est-à-dire? Il y a plein d'outils à l'intérieur. Elle a été pensée pas comme une école comme les autres, pas comme une école des années 50, mais comme une école des années 2050. Il y a un self dès la maternelle,
les toilettes, les sanitaires. Il y a plein de choses qui ont été pensées pour un usage qui jusque-là n'existait pas. Donc un peu expérimental dans l'usage du quotidien. Donc ça, c'est le bâti, il est comme ça. Du point de vue écologique, c'est une école du futur aussi, puisque c'est un bâtiment bioclimatique avec des circulations d'air, de orientation du soleil. Tout a été pensé aussi pour que dans le futur, on n'ait pas à beaucoup la chauffer, pas beaucoup la rafraîchir, etc., etc. Donc ça, l'école, le bâtiment, il l'est. Moi, je fais l'école que j'aimerais avoir. Je sais que l'école au sens large, c'est très compliqué à juger. L'institution aussi, hein, il y a des choses qui fonctionnent pas du tout et des choses qui fonctionnent. Mais moi, l'école que je fais, oui, pour moi, c'est pas l'école du futur. Je le dis depuis le début, c'est une école qui existe, qu'on ne connaît pas. Parce que d'ailleurs, j'en parle très peu de ce que je fais. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui savent pas du tout ce que je fais ici, même localement et tout proche de moi. Mais Freinet, il y a 100 ans, faisait ça. Voilà, Freinet faisait le journal de classe, faisait des outils pédagogiques coopératifs incroyables. C'est des pédagogies qui existaient avant. C'est des pédagogies de projets, c'est des pédagogies actives. Moi, j'aime bien que les élèves soient dans l'action. Moi, j'aime beaucoup ce que je fais, dans le sens où j'apprends, je regarde, je modifie, et je crée des outils pour que ça rentre dans un cadre où, voilà, je me mets à la place de l'élève. Oh là là, qu'est-ce que ça doit être ennuyant de faire 50 minutes de grammaire. Non, on va le mettre là-dedans, on va faire des ateliers, on va manipuler, on va partir. Il va bouger dans la classe. Ok. Il y en a qui vont trouver que c'est l'école du futur. Non, pas du tout. Ça existait avant. C'est juste que nous, l'école qu'on a en tête, c'est l'école où l'instituteur arrivait. On était tous assis 40, la dictée, on vous tapait sur la main si vous aviez fait une faute, si vous renversiez l'encrier, une gifle, limite, c'était ça, quoi. Il y avait ça avant. Mais il y a eu un autre avant. Il y a d'autres choses qui se sont faites. Comme aujourd'hui, il y a des choses qui sont faites où on a l'impression que c'est comme ça. On compare, mais l'école, on y a tous mis les pieds, mais on sait pas vraiment ce qui s'y passe. Et chaque école a des choses à proposer. Alors après, je dis pas que tout le monde fait plein de choses incroyables, hein. Je dis pas du tout ça. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui font plein de choses incroyables. Moi, je fais beaucoup de voyages, je fais beaucoup de sorties, je fais beaucoup de projets. Je suis pas du tout le seul à le faire. J'entends des gens qui font des voyages encore plus incroyables, du coup ça me motive à en faire des plus incroyables. Mais voilà, je fais partie de cette mouvance où je me dis non, on est dans une pédagogie active. En tout cas, je renie l'école du passé qui serait celle de vous êtes passif, l'école du passif, voilà. Je renie l'école du passif, l'école où vous êtes assis et vous prenez en transmission tout ce qui vous arrive en pleine tête. Vous n'avez juste qu'une chose, c'est à essayer d'enregistrer un maximum de choses, pas trop vous ennuyer et pas trop faire de griffonner sous la table. Bah écoute, c'est déjà une bonne impulsion de commencer par l'école. Oui. Il y a des collèges dits alternatifs qui se créent, mais est-ce que c'est vraiment si alternatif que ça, puisque tu dis que ça fait référence à des enseignements, des méthodes qui ont été faites avant. Oui. Et finalement, on revient aux fondamentaux peut-être. Mais complètement. Ouais, anciens. Mais complètement. Et pourquoi on apprend des choses aux enfants? J'entends moi les pédagogies alternatives. Je vois beaucoup de gens partir sur des écoles alternatives. J'entends des choses, hein, et je ne juge personne. Je trouve que c'est intéressant. Ça remet en question certains sujets. Mais il y a énormément de pédagogie alternative à l'intérieur de l'école publique. Énormément. Je vois plein de méthodes, je vois plein de gens qui s'inspirent, alors par la force des choses, mais voilà, moi je sais que je m'inspire de plein de pédagogies qui sont dites alternatives, mais qui sont peut-être des fondamentaux. En tout cas, moi, mon objectif premier, c'est de me mettre à la place de l'élève et de me dire, est-ce que ce que je lui propose là va lui permettre de rentrer dans les apprentissages et va lui permettre un minimum de se sentir bien à l'école. Si la réponse dans les deux cas est oui, je le mets en place. Si je vois que ça marche pas, je le remets en question et je change et on change. Et je suis pas le seul, on change tout le temps plein d'outils parce qu'on cherche ce qui va aller le mieux avec des enfants d'aujourd'hui qui ne sont pas du tout les enfants que nous étions dans le passé et même que nos enfants qui ont maintenant 15-20 ans étaient. C'est même plus les mêmes, quoi. Ça change tout le temps. Donc il y a une force d'adaptation là-dedans. Mais oui, on revient aux fondamentaux. Oui. Moi, je regardais pédagogie Freinet, on parle de Montessori en maternelle, on parle de plein de choses, mais quand on lit les écrits, quand on regarde ce qu'ils faisaient, c'était exactement ce que nous on cherche à faire. Après, il y a des obstacles institutionnels qui existent. On fait moins de voyages et moins de sorties qu'avant par endroit. On est plus prisonnier de certaines choses. Bon, moi, ça m'arrête pas. En tout cas, tu as une certaine liberté d'action au sein même de cette école. Comme tu dis, il n'y a pas besoin d'aller créer forcément des écoles alternatives comme pédagogie dans la nature, etc. Au sein même déjà de l'institution, il y a moyen de faire quelque chose. Et quoi qu'on en dise, il y a un truc qui n'a pas bougé, c'est la liberté pédagogique. Oui. Donc si je veux vous apprendre la grammaire en faisant du théâtre dans la cour
ou en vous faisant gratter 1 heure un manuel, j'ai le droit. Dans les 2 cas. Donc après, chacun fait ses choix. J'avais interviewé Sophie Irvine, qui était anciennement, puisque maintenant elle est coach vocale, qui est anciennement enseignante, je crois dans l'économie si je me souviens bien, et qui était déjà passionnée par le chant et qui en fait enseignait en chantant. Et pour elle, c'était tout à fait normal de faire ça, et elle avait aussi des résultats spectaculaires, parce que voilà, il y avait une manière d'apprendre autrement, et jusqu'à comprendre que non, tout le monde ne faisait pas comme elle. Mais elle avait une manière d'apprendre l'enseignement qui était la sienne, avec ses compétences à elle. Donc oui, tout est possible quand on s'autorise aussi à une certaine liberté dans ses projets et ses méthodes. Et on trouve des super idées tout le temps. Alors après, faut arrêter de chercher parce que tous les jours, on pourrait mettre une nouvelle idée en place. Et avec Internet, ça foisonne, hein, forcément, d'expérience, d'expérimentation. Moi, j'aime beaucoup les pédagogies à l'étranger, canadiennes, anglo-saxonnes, nordiques. On voit des idées super partout. Faut après faire ses choix. Mais je trouve effectivement que l'idée d'enseigner en chantant, d'enseigner en faisant de la radio, d'enseigner en dansant, en rigolant, parce que moi je suis adepte de l'humour. On rigole beaucoup dans ma classe. En temps ordinaire, on a des phases où on se lâche, on rigole, et après on travaille. Et tout ça c'est cadré. Mais c'est vrai que mettre de la légèreté dans un endroit qui pour moi peut être très lourd, j'y pense tous les jours. Franchement, il n'y a pas un jour où je me dis pas tiens, lui il est obligé d'être là. Hein. Cet enfant, il a pas choisi d'être là, il est obligé d'être là. Qu'est-ce qu'il gagne? Pas grand-chose parfois, parce qu'il a pas les outils, parce qu'il est pas disposé à apprendre. Donc s'il peut au moins passer un semblant de bout de journée qui est pas si mauvais que ça, c'est bien. Et donc je me mets souvent à cette place-là. Moi, j'étais un enfant très heureux à l'école, mais beaucoup moins au collège et au lycée. Donc je dois avoir un peu de... Je sais bien que j'ai vu la vie dans le privé parce que je suis sorti de l'école, mais j'ai un peu de passif, j'ai un peu de revanche. Je me souviens de mes cours de collège et lycée où je me suis particulièrement ennuyé, où je suis tombé dans des collèges et lycées, enfin surtout collège, où ça ne m'allait pas. Voilà, ça ne m'allait pas du tout. Aussi bien la période que je traversais que le collège en lui-même. Et donc du coup, je me dis non, il faut créer un lieu accueillant, quoi. Il faut créer un lieu accueillant. Il faut avoir des adultes qui sont à l'écoute. Voilà, on travaille énormément le climat scolaire, quoi. Se sentir bien dans cette école, ne pas craindre quoi que ce soit pour soi, pour son intégrité. Donc non, tout ça passe dans les pédagogies. C'est invisible, hein. C'est invisible. Les parents, ils en savent rien, je pense. J'en sais rien. Mais en tout cas, moi, au quotidien, c'est un travail de fond que je mène pour que, si vous voulez apprendre quelque chose, je me mets très souvent à leur place. Hein. C'est très long une journée d'école. Hein. Écouter quelqu'un qui parle pendant... Et en plus, moi, je parle pas énormément, mais subir des choses, quoi, pendant des heures et des heures. C'est long. Et je me mets souvent à leur place et je me dis, non, il faut qu'ils passent une bonne journée, quoi. C'est bateau, mais c'est la base. Parce que si vous avez envie d'apprendre des choses, oui, mais vous c'est faites comment pas tu sous la respectes contrainte. aussi leurs besoins, en fait. Oui. Quand tu dis qu'il y a du mouvement, tu comprends aussi que rester 8 heures assis sur une chaise à écouter quelqu'un parler, c'est contre-productif. Donc c'est comment faire avec leurs besoins, peut-être d'être pour certains debout, plus en action, mais de joindre un peu l'utile et l'agréable. Tiens, la radio, on va se mettre en action, mais on va aussi apprendre l'air de rien, en fait, et prendre du plaisir aussi à faire ce qu'on fait. Et en fait, c'est un cercle vertueux. C'est exactement ça. Ouais. Ajuster les contraintes, parce que moi j'ai un cadre très serré. D'ailleurs, souvent il y en a qui disent ah oui, il est sévère. Non, je suis pas sévère, mais j'ai un cadre très fermé à l'intérieur duquel on peut s'exprimer. Mais effectivement, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est il faut jongler, il faut ajuster. Moi, j'aime beaucoup l'idée que on ait ce cadre serré et puis à l'intérieur on peut s'y exprimer, quoi. C'est vraiment intéressant. Je voulais rebondir sur autre chose, j'ai oublié. Et donc, si tu devais définir le nouveau monde, ce serait quoi pour toi? Le nouveau monde, c'est ambitieux, le nouveau monde. Est-ce qu'il y a un nouveau monde? Je me rappelle, quand je parle nouveau monde, je repense, et ça me déprime, donc j'y pense pas longtemps, au discours qu'on a eu pendant le Covid, où les gens se sont dit, ah ouais, après le Covid, il va y le avoir, monde d'après. il va y avoir le monde d'après, là, ça va être Venise est redevenue bleue, les croisières vont s'arrêter, ça va être beau, on a pris la planète a repris ses droits, hein, c'est comme dans Jurassic Park, quoi, ça a retrouvé. On a vu des choses qui se sont passées, on n'avait pas vu tels animaux revenir à tel endroit. C'est le nouveau monde, quoi. On va arrêter de consommer à outrance. Et j'ai l'impression qu'on a fait pire finalement après, enfin que finalement on est redevenu pire. Donc j'ai un peu de regret quand j'entends cette expression, parce que le monde d'après, le monde d'avant, bon, je suis pas du genre à dire c'était mieux avant. Je sais pas si le nouveau monde ça veut dire que c'était mieux avant. C'était moins bien avant, je sais pas. Mais moi quand j'entends nouveau monde, j'entends nouvelle génération, j'entends
Pour moi, c'est ceux qui vont se saisir avec force et vigueur et action de ce qui reste à faire, parce qu'il y a plein de choses à faire, et que souvent on nous fait croire qu'il n'y a rien à faire. Donc moi, le nouveau monde, Ou qu'on ne peut rien faire. Ou qu'on ne peut rien faire. Qu'on ne peut rien faire. Souvent, on nous fait croire qu'on ne peut rien faire. Ouais. Qu'on est impuissant. Oui, qu'on sert à rien, mais on l'entend tous les jours. Hein. C'est triste d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens qui doivent se dire « Ouais, qu'est-ce que je fasse ?» Après, c'est pratique des fois aussi de se dire voilà, c'est une posture un peu pratique de se dire « Ça me concerne pas, qu'est-ce que je peux y faire ?» Et puis, quelque part, on a raison. Hein. Notre cerveau, il fonctionne comme ça. Des fois, qu'est-ce qu'on peut y faire à Jeff Bezos, quoi. Et là, il y a des choses ultra puissantes qui nous dépassent. Je dis pas qu'on peut changer le monde. Mais les acteurs, en tout cas, ceux qui feront quelque chose malgré les contraintes, moi, c'est ça, le nouveau monde. Et j'ai envie de le mettre en parallèle avec ceux qui restent passifs, mais je leur en veux pas du tout. Hein. J'ai aucune amertume, mais je pense qu'il y a un monde qui est en train de se créer là, qui est un monde de passivité, pas forcément dans l'action engagée et tout. Hein. Je parle vraiment de ce qu'on est en train de vivre là, la transition avec les écrans, l'économie de l'attention. Je suis le premier concerné par ce truc-là, mais j'ai l'impression qu'en fait on est en train de qu'il y a des gens qui vont se retourner et se dire ah ok, j'ai passé 28 ans de ma vie sur des écrans, alors que mon père il a passé, je sais pas, ou mes parents ils faisaient pas ça. J'ai l'impression qu'on va passer à côté de nos vies, donc en fait le nouveau monde c'est peut-être ceux juste qui vont vivre la vraie vie et pas la vie numérique qu'on nous propose et qui rend littéralement cinglé. Hein. Franchement, moi je suis passionné par les outils numériques, mais là je suis en train d'avoir un mouvement de recul en me disant tout le monde parle d'intelligence artificielle, le truc, mais qu'est-ce qui relève de l'amusement ou de l'action? Et franchement, ça me fait un peu peur, dans le sens où il y a plein de gens qui sont en train de passer à côté de la vraie vie. Alors comment est-ce que toi tu contribues à ce nouveau monde? Eh bien moi, le nouveau monde, j'y contribue par ce que je sais faire le mieux. Hein, c'est essayer de trouver des outils qui permettent aux gens de s'exprimer, voilà, être motivé. Je parlais de devoir d'enthousiasme, c'est le matin me lever en me disant t'es obligé d'être motivé là, faut y aller. Donc moi, ma contribution, elle est là, c'est la transmission, quoi. C'est la transmission, je crois beaucoup aux graines qu'on plante pour l'avenir. C'est un peu ingrat parce qu'on voit pas la plante se développer, notamment à l'école. Hein. On met plein de graines, mais on voit pas vraiment si ça paye pas, ce qui se passe. Tout dépend de tes attendus. Oui. Mais tout ce qu'on travaille, c'est pour plus tard. Mais oui, moi, j'y contribue par la transmission, par la rencontre. J'aime bien la rencontre. Et puis, trouver une place qui est pas trop mal, même si on la questionne tout le temps, cette place. Qu'est-ce que tu auras envie de dire au petit Benjamin? Le petit Benjamin. Eh bien, il était... le petit Benjamin, qu'est-ce que je voudrais dire au petit Benjamin? C'est un peu la même phrase que je dis aux élèves. Il y a rien d'impossible. Il y a ce truc un peu, voilà, de viser la lune, vous atteindrez les étoiles, mais vraiment, il y a rien d'impossible. Et je pense que dans ma vie, on m'a souvent fait croire le contraire. Mais c'est comme ça, hein, c'est le monde dans lequel on a vécu, mais moi, on m'a présenté toujours les obstacles avant de me présenter que c'était possible. Et moi, je dirais souvent, oui, pourquoi pas? Alors, on va pas se leurrer, c'est pas forcément Kylian Mbappé que tu vas devenir en football, Victor Wembanyama en basket, ou Lady Gaga en chanteuse, ou président de la République. C'est pas ça que tu vas devenir, j'en sais rien. Mais crois en tes rêves, quoi. C'est vraiment bateau, mais c'est croisé. Je peux pas te garantir que ça n'arrivera pas. Contrairement à ce que j'ai parfois entendu par le passé en me disant, non, ça n'arrivera pas. Et encore très récemment, et encore tout le temps d'ailleurs. Tout le temps, c'est vrai. J'ai l'impression que les gens aiment bien mettre... J'avais lu un truc qui m'avait un peu déclenché là-dessus, mais c'est qu'il y a une passion chez certains de mettre des bâtons dans les roues parce qu'eux ne feront pas le projet. Donc c'est assez simple, hein. À me dire, mais moi je pars dans un voyage autour du monde pendant 180 jours sur une barque et je te dirais, voilà, échec, n'y va pas. Mais moi, de mon canapé, c'est tellement facile de dire n'y va pas, alors que toi, ça te demande tellement de courage de l'envisager déjà. La phrase au petit Benjamin, c'est de dire, crois-y, et c'est dur, hein, mais n'écoute pas les obstacles, casse les bâtons dans les roues et avance quand même parce que tu vas en avoir. Tu vas en avoir beaucoup qui vont te faire croire que c'est pas possible. Et voilà, faut déplafonner tout ça, quoi. C'est pas forcément par malveillance quand on met des bâtons dans les roues, mais c'est souvent une espèce de projection peut-être de leur propre peur ou de leur incapacité à imaginer pour faire ce que tu as envie de créer. Mais c'est difficile de pas se laisser influencer par son environnement parfois le plus proche, familial, amical. On se dit mais ce sont mes meilleurs soutiens, mais finalement
Moi, j'ai été hyper, Peut-être pas. j'ai été hyper couvé, hyper chouchouté. Vraiment enfance heureuse, trop bien. Mais le revers de la médaille, c'était qu'on flippait dès que je mettais un pied à gauche, un pied à droite, quoi. Je l'ai senti comme ça. Après, voilà, c'était mon ressenti. Mais, ouais. Non, c'est par bienveillance. Et c'est difficile de faire l'inverse aussi, hein. Oui, deviens actrice, viens, j'ai eu ça, moi, à la maison, hein. Prends un billet pour Los Angeles, tu vas faire quoi, des stages à Enfin, en même temps, voilà, il faut rester dans un principe de réalité. Mais, ouais, c'est un équilibre à trouver. Faut pas être dans l'extrême inverse en mode, ah ouais, vas-y, on va à fond. Et faut pas croire qu'en ça non plus. Ça fait peur aussi, les gens qui croient que vous allez forcément devenir une star ou fort. Il y a aussi ce truc-là, hein, de la notoriété, le footballeur, le projet Mbappé, ce qu'on dit des gamins, là. Faut juste écouter l'enfant. Oui, et pourquoi pas? Oui. Non, mais je dis ça fait peur quand le parent investit ce truc-là. Faut accompagner, je pense. Moi, je pense qu'on m'a accompagné, mais que j'ai retenu les barrières. Je pense qu'à l'âge adulte, j'ai eu plus de barrières qu'à l'âge enfant, quand même. J'y pense maintenant, là, mais quand j'ai fait le concours, les trucs comme ça, hein, on m'a fait comprendre que ce serait pas possible. Et même à partir du moment où les gens trouvent bizarre, ils adhèrent pas forcément des fois, donc faut savoir bien s'entourer, là. Alors justement, pourquoi est-ce que tu prends la parole aujourd'hui? Eh bien, parce que tu me l'as proposé. Et pour parler de, je sais pas, du projet, de ce que je fais. C'est rare, ça n'arrive jamais. Il faut une première. Ouais. Il faut un début à tout. Est-ce que tu as d'autres projets? Ouais. T'en as plein? J'en ai pas plein, mais j'ai entre 8 et 10 projets par an que j'écris. J'en écris pas mal. Je pense aujourd'hui que j'ai des projets dans le projet. Donc, à travers un micro pour tous, j'ai pas mal de projets en tête qui peuvent être, chouettes à l'avenir. Je suis pas pressé. On a l'impression souvent que je suis un homme pressé. Je suis pas pressé, même si effectivement, force est de constater que les choses vont vite. Mais ouais, dans l'école, j'ai beaucoup de projets. À la radio, au niveau perso, j'ai plein de projets tout le temps, ouais. C'est comme ça que j'avance. Donc ouais, j'en ai plein. T'en veux un, c'est ça? Est-ce qu'il y en a un que tu peux partager ou c'est secret? Secret défense pour le moment. Mais après, il y a des projets qui sont à la fois mort-nés ou que j'ai envie de ressusciter, hein. Je pense que un micro pour tous, c'est peut-être un peu ça qui s'est passé. Je sais pas. Là, récemment, là, ce qui me botte et sur lequel il faut que je me pose, c'est de créer mon podcast à moi. Ça fait longtemps que j'en ai envie. À force de donner la parole aux autres, j'ai envie de la prendre moi aussi. Donc là, il y a pas longtemps, je me suis dit, ah ouais, faire un podcast moi aussi. Ok, très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut communiquer avec toi pour justement suivre ton actualité et savoir un petit peu quels sont tes futurs projets? Eh bien, déjà, il y a la page Instagram Un micro pour tous. Après, il y a toutes les coordonnées de l'association. Moi, c'est moi qui pilote le truc derrière. C'est le meilleur moyen de communiquer avec moi. Il y a un numéro de téléphone où nous joindre. Je reçois des appels toutes les semaines de gens qui sont intéressés par le projet, donc c'est chouette. Puis, je souhaite la bienvenue aux gens qui découvrent, parce que l'idée, c'est de découvrir Un micro pour tous et de le faire découvrir. Donc, j'espère qu'on va être tout doucement connu localement déjà pour que les gens puissent passer notre porte. En fait, tous les appels que j'ai, c'est plein de gens qui sont hyper enthousiastes et qui disent, ah, mais c'est génial, ça existe depuis quand? Ils ont l'impression qu'ils sont passés à côté depuis 5 ans. Parce qu'il n'y a pas d'autres projets comme celui-là dans la région. Non. C'est vrai que c'est assez atypique aussi de proposer des ateliers radio. Bah, c'est une fierté, ça, de l'entendre. Mais du coup, je me dis, en fait, il y a plein de gens là qui n'attendent qu'une chose, c'est de savoir que ça existe. Et qui peuvent venir en cours d'année, il n'y a pas de problème avec ça. Quand ils veulent. On fait un premier atelier pour découvrir. Et puis après, on a juste les tarifs sur l'année qui restent. Il y a des stages pendant les vacances. On n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres trucs qui sortent. Mais oui, la porte, c'est vraiment ce principe aussi, porte ouverte n'importe quand, adapté à tous. Mais ouais, j'aimerais, voilà, l'objectif aussi, voilà, le vrai projet dans les 2-3 ans à venir, c'est vraiment de se faire connaître, de se développer pour que maintenant on sache que ça existe. Parce qu'il y a ce côté qui est dur à faire pour moi. Ça prend du temps. Il faudrait que je recrute. Se faire entendre. Pourtant, tu la prends la parole. Ouais. Ouais. Mais là-dessus, je suis peut-être un peu pressé. C'est-à-dire que le monde, il va tellement vite sur tellement de choses que je me dis souvent ça. Comment font les gens pour se faire connaître? C'est pas facile aujourd'hui. On est noyé d'infos. Exister est pas simple. Mais le fait que je sois un peu à part, il va me falloir des soutiens et un peu de com numérique. Mais ouais, c'est un beau projet, ça. Amener des gens à venir découvrir ça. Parce qu'on peut aussi écouter tous les podcasts donc de Prissé Radio, de Tiki Radio, d'un micro pour tous. Donc tout est en ligne. Tout est en ligne sur les plateformes de podcast habituelles, Spotify, Deezer, les plateformes d'Apple Podcast. On a des pages Facebook pour tout ça.
Donc Prissé Radio, Tchiki Micro, Un micro pour tous, publie des émissions assez régulièrement. On essaie de faire tourner tout ça. Ouais, on peut nous écouter, on peut réécouter les anciennes émissions, il y en a des chouettes. Il y en a beaucoup d'intemporels. Et puis on espère en 2026 en publier plein, de plus en plus. Des émissions publiques, des émissions entre nous, des petites interviews décrochées, des chroniques, du contenu intéressant et qui peut, je l'espère, intéresser les auditeurs. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? La question... Ben, c'est dur ça. Hein. C'est dur comme question. Pourquoi tu fais tout ça? C'est une vraie question. Alors pourquoi tu fais tout ça? Je la sentais venir. Je me dis, si je pose ça, attention, après il va falloir répondre. Finalement, c'est pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Tu me l'as posé ou pas? Bah, je vais te demander ta raison d'être, mais peut-être que oui. ça rejoint un petit peu le pourquoi. Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Non, mais Oui. non, mais Et non, pourquoi non, tu fais tout ça? Non, tu me l'as posé. Non, tu me l'as posé. Oui, mais pourquoi faire tout ça, Benjamin? Pourquoi? Et non, mais il y a une question existentielle derrière. C'est pour ça que je dis ça, parce que qu'est-ce qui m'anime vraiment parce que là, on n'est pas à l'abri que je claque tout et je fasse une reconversion. Non, c'est une blague. Mais là, j'essaie d'ancrer les choses, donc il faut que ça reste. Mais non, pourquoi je fais tout ça? Mais parce que j'aime l'idée d'avoir plusieurs vies. Hein. Vraiment, quand j'étais petit, j'avais un jeu favori avec tous mes cousins. C'était que un jour, on était le boucher, le charcutier. C'est le fameux jeu à la marchande. On était tellement nombreux que c'était un village. On avait chacun nos pièces, nos pièces dans le jardin. Moi, j'étais sous le sapin et voilà, j'étais le chargé d'assurance parce qu'il fallait trouver des métiers précis. On était tellement nombreux, quoi. Et j'aimais bien ce jeu-là comme le jeu de destin. Enfin, changer de vie, vraiment. Et donc, pourquoi je fais tout ça? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets une casquette, j'ai un peu ce rôle que quand j'étais enfant. Là, aujourd'hui, je suis autre chose que hier. Donc pourquoi je fais tout ça? Voilà. Mais parce qu'on n'a qu'une vie, hein, finalement. Et en même temps, les casquettes que tu superposes, il y a une continuité et une cohérence. C'est-à-dire quand tu commences journaliste radio, après tu bifurques dans quelques petits jobs et finalement qui te ramènent au journalisme radio, et puis finalement tu pars dans l'enseignement, et puis finalement tu allies la radio et l'enseignement. Tout est lié finalement. Ou Voilà, le puzzle commence à se constituer vraiment. Des fois on se demande pourquoi on fait les choses. Là, c'est le bon moment pour en parler, on va dire. Ouais. Là, le puzzle, en ce moment, Ça y est. il est pas mal. On se parlait il y a 3 ans, on aurait dit, mais il fait quoi, lui? Enfin, vraiment, là, c'est pas mal. Mais c'est très récent que j'ai vu une cohérence dans mon parcours. Et très récent qu'il y a un fil conducteur qui se met en place et que ça s'imbrique et qu'effectivement, j'ai pris conscience de mes forces, de mes faiblesses, de ce que je sais faire, de ce que je peux apporter, de pas courir tous les lièvres à la fois, de choisir mes combats, quoi. Vraiment, c'est très, très, très récent. C'est il y a 10 minutes, là. Non, mais c'est vraiment très récent de se dire, OK, c'est vrai. Maintenant, on peut le dire. Le CV est cohérent. Mais le CV, je n'aime pas ce mot, mais c'est vraiment ça, quoi. Le parcours a un fil conducteur. Parce que franchement, pendant je sais pas combien d'années, j'ai considéré que c'était plutôt, ouah, mais tu vas où, là? Qu'est-ce que tu fais? Et presque il y a encore pas très longtemps, vu que j'avais eu plusieurs vies de reconversion professionnelle, j'aimais bien avoir exploré des métiers un peu comme un journaliste là pour le coup. Hein. J'ai été commercial, j'étais truc et tout. Et là je m'étais dit c'est quoi la case suivante quoi dans ma tête en disant on va vendre du thé, on va faire un salon. Enfin je voulais créer un lieu. Alors j'ai le truc de créer un lieu, je vais faire un lieu et tout. Voilà, j'ai vraiment le truc de créer un lieu donc je réfléchissais à des projets d'après en disant le jour où tu auras ton lieu. Puis après j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et là vraiment ça faisait donc t'as fait un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Maintenant, j'ai créé un lieu, en fait, dans ma tête, un lieu de plaisir là que je me suis créé, mais qui est immatériel. Donc je me suis dit tu l'as créé ton lieu, t'as créé quelque chose. Voilà, j'avais besoin de créer. Je pense que j'ai passé jusqu'à mes 30-35 ans du temps à ne plus créer, à ne plus être dans une force de création. Et là je me dis qu'est-ce que je peux créer? Donc vraiment ce qui me guide c'est ça. Et donc là c'est ça le fil conducteur avec effectivement l'outil radio. Mais demain, ça peut être autre chose. Mais voilà. Là, ça semble cohérent. Faudrait pas que tu me retrouves dans 2 ans glacier à la plage des Sables d'Or et que tu dises, elle est où la cohérence? Et là, tu m'entends au micro dire, venez, elles sont bonnes les glaces à la vanille. Il a encore un micro. T'avais toujours un micro d'ailleurs. Quand j'étais à Bouygues Télécom, là, j'étais avec mon casque d'appel. Et oui. Et je passais et quand je disais que j'étais extrêmement timide petit et ado, waouh, il y a eu le théâtre, mais il y a eu aussi beaucoup ces métiers qu'on adore, on adore raccrocher au nez de ces gens-là qui ne sont même plus des gens maintenant. C'est l'intelligence artificielle.
où je passais des heures à appeler, à me faire raccrocher au nez, à discuter avec les gens. Et j'étais pas mauvais en plus, hein. Et ça m'a mis à l'aise. Oh là là. Prenez-vous 3000 vents, faites-vous raccrocher 500 fois au nez, faites-vous insulter 1000 fois. Bah, franchement, vous avez plus peur de rien après. Plus peur de personne. Et j'ai fait ça des années, ouais. Après, même en tant que conseiller client à Bouygues, là, au téléphone, c'était une folie. Mais ça m'a mis dans une aisance à l'oral. Donc en fait, il faut s'exercer. Je dis pas qu'il faut mettre les enfants à la radio, mais il faut les écouter à table, il faut les écouter parler, faut leur donner la parole, quoi. Tu veux faire un petit spectacle, vas-y, fais-nous ton petit spectacle, fais-nous ton petit journal, fais-nous ta petite intro, lis-nous ton texte d'exposé du collège, entraîne-toi devant papy, mamie, quiconque. Mais ouais, voilà. Pourquoi j'en suis là, je sais plus. J'ai digressé là, Katia. Est-ce que c'est le message peut-être avec lequel tu veux terminer l'interview, avant qu'on termine, nous, sur le portrait chinois? D'écouter les enfants, surtout. Ouais. Écoutez les enfants. Ils ont pas toujours quelque chose d'intéressant à dire, c'est pas ce que je raconte. Mais donnez-leur le pouvoir, ouais, un petit peu, ouais. Je sais pas si c'est le cas, j'ai pas connaissance de tous les foyers de France, hein, j'ai pas cette ambition. Mais je sais pas si ils ont plus d'autorisation que d'interdiction. Et moi, c'est sur la créativité, quoi. Laissez-les créer. Moi, je faisais des spectacles toutes les 3 minutes, on chante, on danse. Moi, je faisais le journal, la météo. Enfin, c'était pas original. Donnez le pouvoir aux enfants un peu, ouais. Faites-leur confiance. Ils ne vous décevront pas à chaque fois non plus. Et franchement, je sais pas ce qu'ils ont eu à Noël, là. C'était récemment Noël, mais j'adorerais qu'ils aient des outils qui leur permettent de s'exprimer créativement, plutôt que de revenir sur cette passivité. Donc, laissez-les être acteurs un peu, ouais. On termine avec le portrait chinois. Mm-hmm. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Un plat, je saurais pas dire. En plus, moi, je suis pas un grand adepte de la cuisine, j'aime bien manger, mais un plat, ça pourrait être comment on appelle ça? Un truc surprise. Un pain surprise? Ouais. Je sais pas, quelque chose, on sait jamais sur quoi on va tomber. Une boîte de chocolat comme dans Forrest Gump. Non, c'est pas vrai. Non, en plus, je suis assez calme et prévisible. Non, un plat, c'est un plat que j'aime? Non, pas forcément. C'est moi qui suis le plat. C'est très difficile ce portrait chinois. C'est un plat que tu peux apprécier, ton plat préféré. Si tu étais un plat, spontanément, sans te poser trop de questions. Un plat réunionnais, un rougail saucisse. Ok. Si tu étais un livre? Si j'étais un livre, je serais un livre de musique, un livre qui raconte ce que j'aime raconter, un livre qui raconte l'histoire de la musique. Oui, parce qu'on en a pas parlé, mais t'es aussi musicien, parce que un petit peu, ouais. Ouais. T'as pas assez de temps encore pour. Là, je me suis remis encore à d'autres trucs là pendant ces vacances. Mais ouais, non, j'adore la musique. C'est vraiment ma passion première. Si j'arrêtais tout demain, ce serait pour la musique. Si tu étais un dicton? J'en ai un là. Alors, est-ce que c'est un dicton? C'est une phrase qui me guide? Oui, ou une devise, ou un proverbe, ou quelque chose. Ah ouais, j'en ai une. Faut pas que je me trompe. J'ai révisé mes classiques. J'en ai plein, moi, des proverbes que je relis souvent sur mon téléphone. Mais alors, si j'en étais un, si je devais en choisir un, il y en a un que j'aime bien. Ah, et je peux en dire deux? Oui, je triche. Vas-y. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Lao Tzu. Donc, c'est toujours se dire, bon, bah voilà, commence, et après tu verras. Mais tout voyage a commencé par un premier pas. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Ça me guide beaucoup, justement, à faire des premiers pas, puis à ne pas poursuivre le voyage. Vraiment, j'ai aucun problème avec le fait d'arrêter le voyage. C'est que ça devait être juste un bout de voyage ou un premier pas des fois. Une étape. Ouais. Et ça, c'est vraiment un mantra que j'aime beaucoup. Mais si vous faites partie de ceux qui pensent que changer le monde n'est pas possible, prière de ne pas déranger ceux qui essaient. Voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. En plus, je trouve que ça correspond pas mal. Voilà, il est choisi petits oignons. Oui. Ça correspond à ça, ce que tu nous as dit jusqu'à présent, ouais. Mais il me parle beaucoup, ouais. Sur le fait de mettre des bâtons dans les roues. Si t'as des bâtons dans les roues à mettre, bon, bah, abstiens-toi. Va embêter quelqu'un d'autre. Va ouvrir ton téléphone et scroller sur Instagram. Si tu étais un film? Si j'étais un film, Retour vers le futur. Mon film préféré, clairement. De très très loin, que je peux regarder tous les 6 mois. Et aussi parce que j'adore l'histoire, le passé, le futur, le présent. Enfin, je trouve trop bien. Et de changer les événements. Changer le cours des choses? Ouais, ça me parle. Et si tu étais un super-héros? Batman. Je sais pas pourquoi je l'aime beaucoup, Batman. Bon, j'ai toujours aimé l'univers Batman. Et le Joker aussi. Et si je répondais le Joker, les gens vont dire waouh. Hey, le psychopathe. Il finit mal. Ça démarrait bienveillant et puis il finit en... Non. Mais j'aime bien les personnages torturés. Mais ça veut pas dire que j'en suis là. Non, Batman, parce qu'il agit dans l'ombre.
J'aime bien cette idée. C'est un justicier dans l'ombre, oui. Ouais, j'aime bien. Souvent, il y a super-héros, on se dit, ah là là, il est trop connu et tout, c'est la star. Mais il y en a qui agissent dans l'ombre, mais lui, c'est vraiment, vous mettez un petit appel lumineux et puis il déboule, quoi. Il y a ce truc-là un peu que j'aime bien chez lui. Il récolte pas forcément les lauriers de ce qu'il fait. Voilà, rien à voir avec le fait qu'il soit milliardaire par ailleurs. Mais non, j'aime bien Batman, j'aime bien l'univers, et puis c'est sombre, c'est très sombre. Merci Benjamin de ta participation. Merci Katia. Et merci beaucoup pour votre écoute. Alors j'espère que le parcours de Benjamin vous aura inspiré. Donc n'hésitez pas à le contacter directement sur les réseaux. Donc on mettra tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.